C'est un privilège d'être avec vous autres. Je vais essayer de vous partager le meilleur du temps que j'ai, une demi-heure, parce que j'avais pensé que c'était beaucoup plus long. J'ai donc tout réorganisé en quelques minutes, le style de conférence que je vais vous donner. Je suis convaincu de ce que je vais vous dire. J'aurais voulu mettre un peu plus d'histoire au pluriel sur les concepts, mais je vais juste en choisir une. Je vais commencer. Il y a un livre ici qui s'appelle « Le triomphe de la cupidité » par un dénommé Stiglitz, qui est prix Nobel de l'économie et qui montre comment le monde va mal parce que tout l'argent est aspiré vers le haut, que la démocratie disparaît, que les décisions sont toujours prises par les compagnies et la bourse, le libre-échange, c'est ça, qui est décidé en secret partout, puis qui conditionne la démocratie dans tous les pays et qui pénalise les pays qui ne respectent pas ce qu'ils n'ont pas décidé. Alors, c'est majeur. Donc, ce livre-là est important, ce qui veut dire que le monde ne va pas bien. Je fais juste le présenter parce que ça, c'est une Bible. Là. Il y a un autre livre ici qui est très important. Je commence par ça parce que le développement des communautés, c'est pas juste se frotter le nombril parce qu'on est bien ensemble. C'est autre chose. Naomi Klein, dans un livre qui s'appelle « Tout peut changer », un livre de 600 pages. Pendant 575 pages, ça va mal. Ça va mal au point de vue écologique, au point de vue économique. Puis quand tu lis ça, tu arrives là et tu dis quand est-ce que ça va changer, quand est-ce que ça va changer, quand est-ce que ça ne change jamais, ça va toujours mal. Mais à la fin, 25 pages, le tout peut changer. Naomi Klein dit que le déterminisme capitaliste, il est très puissant, que le pouvoir de l'argent est très puissant, que la seule façon de changer ça, c'est la même chose que le Stiglitz dit, c'est qu'il y a des communautés humaines à la base qui se prennent en charge et qui renouvellent à la base, qui reprennent le contrôle de leur économie, de leurs décisions, et elles travaillent beaucoup là-dessus. Je trouve ça passionnant. Je n'ai pas tout compris tout de suite ce qu'elle voulait dire, mais après, il est arrivé d'autres événements qui ont fait que pour moi, il est très clair, c'est là qu'il faut travailler. Donc, le développement des communautés, c'est pas se frotter le nombril, c'est changer le monde. Et changer le monde, c'est pas une utopie, c'est un objectif. Et comme dit Albert Jacquard, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Alors ce matin, dans le peu de temps que j'ai, je veux vous donner quelques idées pour la formation et le développement des communautés. Et les communautés, le 100%, j'ai compris ce que ça voulait dire des communautés qui bouillent. Il y en a qui ne bouillent pas pantoute. Il y en a qui ne bouillent pas pantoute, qui sont gelés. Puis il y en a qui sont à 20 puis il y en a qui sont à 50 puis il y en a qui montent à Racine, et c'est probablement à Saint-Camille, on a monté des bouts assez haut. Mais il y a des variables. Ça varie parce qu'on est une communauté humaine, puis que la santé d'un humain, individu ou groupe, c'est variable et il faut la soigner. Alors, c'est là que j'ai tout changé mon plan de conférence, mais je vais reprendre une histoire qui s'est passée à Racine. J'en avais une de Montréal parce qu'elle était claire pour moi, puis je les ai contées tellement souvent. À Racine, nous avons une coopérative de développement. Et cette coopérative de développement-là, elle est née quand la Caisse a été fusionnée. Parce qu'auparavant, la Caisse populaire était le lieu de développement racinois. Alors, on l'a remplacé le soir de la fusion par une coopérative de développement local qui est formée de tous les responsables d'organismes racinois avec une charte. On est une douzaine. Puis après ça, on s'est mis pendant plusieurs années jusqu'à aujourd'hui à se retrouver tous les mois avec la volonté
de recevoir des projets de la population, de les prioriser, essayer de les mettre en place, de trouver du financement, de trouver l'organisation pour réussir. Et donc, première condition essentielle pour le développement d'une communauté, c'est qu'il y ait, retenez ça, des lieux de rencontre continus. C'est fondamental. S'il n'y a pas d'endroit où les gens se rencontrent, ça va prendre un miracle incroyable pour qu'une communauté demeure. Ça prend une place où les gens se parlent. S'il n'y en a pas, quand même, vous arriveriez avec le plus beau projet, ça foire. Ça peut pas, c'est comme un morceau de grain que tu mets sur le roc. Ça prend des lieux d'échange continu. Les lieux d'échange, c'est important, mais il faut que les gens se rencontrent souvent et qu'ils évoluent, et qu'ils sachent de quel bois chacun se chauffe. C'est la condition essentielle. Et à la coopérative de développement de Racine, si depuis 2006, on s'est fondé en 2003, jusqu'à 2006, on ne s'est pas soudé. On n'a pas réussi à quitter nos forces centrifuges. Mais on voulait. On voulait, mais la municipalité nous a confié, et la fabrique, la responsabilité d'organiser le centenaire. Cloum! On a trouvé un projet. Alors, j'arrête là parce que je ne veux pas m'étendre trop là-dessus. Un soir, en 2008-2007, il y avait une rencontre de la coopérative de développement et il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « J'aurais un projet à vous soumettre ». Alors, on l'a attendu, à 8h15 à peu près, il a présenté, il dit comme ça, il dit « Le projet que j'ai à vous soumettre, c'est que on n'avait jamais parlé de ça, c'est un mot inconnu, un projet de marché public à Racine. Il y a un endroit exceptionnel, puis il ne faut pas le rater, puis l'endroit est à vendre. » Alors là, c'est qu'autour de la table, on avait quand même pas mal de maturité à ce moment-là. Et on avait très bien réussi l'organisation du centenaire, vraiment. Puis, autour de la table, les 10-12 personnes qu'il y avait là ont tout simplement, parce que c'était trop surprenant, dit « Wow! » Il y a eu un « Wow! » Qu'est-ce que c'est ça? C'est extraordinaire. Comme idée d'avoir un marché public au village et qu'on sentait que c'était mûr, mais c'était tellement neuf. Là, il y a eu un « Wow! » Alors, le lendemain soir, on est parti, celui qui avait eu l'idée, moi, le président, puis un autre, Serge, qui était vice-président, puis on est allé voir la propriété à vendre. Et la propriété était à vendre 170 000. On a offert 140, ils n'ont pas voulu. On est sorti dehors, on n'avait pas de mandat, pas d'argent. Puis on est entré, il faisait moins 30 sous zéro, on a fait ça dehors. On est entré, puis on a offert 150, puis il a dit oui. Puis on a signé. 3. Pas d'argent, pas de mandat. Il faut être con, hein? Mais on savait qu'il ne fallait pas manquer ça. Donc, on a fait un pas, on a risqué, on a pris un risque sérieux, mais on pensait communautaire. Donc, la première chose qui est importante, si on veut vraiment développer une communauté, c'est des lieux de rencontre continue. S'il n'y a pas ça, je pense qu'il n'y a pas de communauté qui peuvent démarrer. Parce que des individus séparés, ça ne fait pas de projet pour un communautaire. C'est pas possible. La deuxième condition, elle est liée à la première. C'est que il faut très bien connaître les bassins versants sociologiques. Ça, c'est mon invention, mais je trouve que c'est fondamental aussi. Ça veut dire que tu ne renverses pas le cours d'une rivière. Ça veut dire qu'il y a des endroits où les gens, naturellement, se déplacent vers les centres. Saint-Camille en est un. Tout est centré ici. Tous les services, tous les groupes, toutes les bâtisses. Les gens, naturellement, si tu faisais un vecteur de déplacement à Saint-Camille, tu aurais tout ça, partout. À Racine, c'est la même chose. On a un bloc communautaire encore plus important que Saint-Camille ici, en partant de la rue principale en montant. C'est le bloc communautaire. Tout est là. Ça veut dire que les gens qui viennent au village, qui aillent à l'église, à la maison des aînés, à la caisse, au terrain de balle, au marché et le reste, c'est le même stationnement,
tout le monde se retrouve. J'appelle ça un bassin versant sociologique. Et il y a beaucoup de projets qui se partent par des gens qui ne connaissent pas les milieux et qui ne sont pas conscients de ce phénomène de bassin versant sociologique et qui veulent faire des communautés avec des rivières qui s'en vont, une à Baie James puis l'autre dans le Saint-Laurent. Ça ne se peut pas. Mais, vu de haut, c'est plate. Il n'y a pas de bassin versant à vue de haut. Mais vu d'en bas, tu sais que les gens de telle place s'en vont là. À Richemont, j'ai été nommé pour travailler là en prévention alcool-drogue, à un moment donné. Puis, je ne connaissais pas Richemont. J'ai pris le soin de marcher au moins 2 semaines dans les rues de Richemont pour parler au monde, pour connaître comment les gens se déplaçaient, leurs valeurs, leur penchant. Puis à un moment donné, oups, ça a levé parce qu'on a trouvé une piste. À Montréal, j'ai travaillé pendant 10 ans, là, mais j'étais curé, puis ils m'avaient nommé vicaire dans un quartier très, très, très défavorisé pour les convertir. J'ai converti personne. mais j'étais tellement étranger que je ne savais pas comment bouger. Alors, j'ai marché dans les rues peut-être 2 mois, 3 mois, rencontrer du monde, parler à du monde, essayer de voir, de comprendre la culture qui était complètement aux antipodes de ma culture agricole. J'avais aucune idée. Mais à un moment donné, est arrivé un événement, donc je citerai tantôt. Donc, non, mais c'est pas, je réorganise. Donc, la question de bassin versant sociologique, ça veut dire ça qu'il faut chercher, on ne va pas à contre-courant. Quand il y a des gens qui ont tendance à se regrouper, la communauté peut avoir 2000 personnes ou 10 000 ou 15 000, mais ils ont tendance à se trouver là. Tu sais, Saint-Anne-de-la-Rochelle va à Granby, puis Racine va à Sherbrooke. Quand même qu'on voudrait faire une communauté avec ça, là, on ne se rencontre jamais naturellement. On ne rencontre pas quelqu'un au village, puis « Ah, telle chose, on va en parler, on va organiser ça ce soir. » Ça ne marche pas de même. Mais ça, c'est essentiel, mais c'est pas connu. Mais quand je sors l'expression, j'ai l'impression que tout le monde comprend. Parce que moi, dans le fond, mon livre, ça s'appelle « La lumière de la Terre ». Je n'ai pas découvert ça dans un livre, j'ai découvert ça en marchant dans les rues. Il y a un autre point qui est important, et je vais les passer vite, c'est l'opportunisme. On dévalorise beaucoup l'opportunisme parce que c'est quelqu'un qui est opportuniste, c'est quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale, qui n'a pas de morale, qui n'a pas d'éthique, etc. Mais c'est pas ça. Quand on dit que quelque chose est opportun, ça veut dire qu'il faut l'attraper. Puis quand quelque chose est important, ça veut dire qu'il faut l'éviter. Donc, ce n'est pas juste l'absence d'éthique, c'est aussi le fait de reconnaître ce qui est bon pour nous quand ça passe. Comprenez? Alors, à Montréal, je ne trouvais rien, mais à un moment donné, il y a un petit garçon qui s'est blessé sur un terrain vague. Et là, la communauté au lieu à Montréal a levé comme une explosion. Ça a été extraordinaire. Moi, j'ai saisi ça comme premier élément opportun. Et ça a rassemblé le monde, puis on a bouleversé le monde. À Racine, le marché a été ça, avec d'autres choses, là. Mais le marché, ça a été une occasion très importante de recentrer, de regrouper, de mettre le monde à l'œuvre. Ça a été incroyable, l'emballement pour cette chose-là. On a eu des journées à 50 personnes qui travaillaient à la construction. C'est pas banal. Ça veut dire qu'après, le marché, il appartient à la population. C'est ça. Alors, l'opportunisme, à Montréal, il y a une autre chose aussi qui est arrivée, qui a conditionné beaucoup. Je parlais beaucoup à Metz j'avais fait des camps de vacances quand j'étais plus jeune, puis comme moniteur, puis je savais ce que c'était, mais les enfants étaient tous dans les rues. Et il y avait le trottoir comme terrain de jeu. Alors, à un moment donné, il y a 3 petites filles très pauvres, j'ai des photos de ça, des petites blondes, ça d'autres, le plancher était en terre battue à Montréal. C'était pauvre. Ils sont arrivés le soir avec un cochon, plein de scènes noires. Puis ils ont dit, Père Michaud, c'est pour votre camp de vacances.
Alors là, moi, j'en avais parlé, mais je n'avais aucune idée. Puis moi, là, je me suis dit, si ces petites filles-là ont ramassé 17 piastres en scène noire avec leur pauvreté, je trouverais bien 10 000. Elles ont eu leur camp de vacances. Comprenez? C'est des occasions, des opportunités qui nous indiquent la voie, qui nous lancent en avant. Alors, je passe vite. Ensuite, pour créer une communauté, il ne faut pas s'embarquer dans n'importe quel projet. Il faut accepter d'entreprendre des projets qui ont de très bonnes chances de réussite. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. C'est pas mon genre. Quand j'allais dans les manifestations, je criais « C'est plus un début, finissons le combat ». Continuons le combat, c'est pour les permanents qui ont le job le lendemain, mais les gens qui ont participé et qui étaient mal pris, les autres sont dans la merde encore, puis ils ont appris à perdre. Alors, quand on entreprenait quelque chose, à Racine, à peu près tout, on a réussi ce qu'on entreprenait. Et quand on a réussi la Brunante, notre maison d'aînés, en passant, si jamais vous voulez, une conférence sur l'impact de la vie communautaire sur les aînés, demandez-moi. Alors, non, mais je veux dire, quand on a réussi la Brunante contre toute attente, après 6 ans de lutte avec la Société d'habitation du Québec et le reste du monde, quand on a voulu avoir de l'argent pour le marché de la caisse, on a passé 1 heure avec les autres parce qu'on demandait 25 000 quand même. Et le directeur général de la caisse a dit « Gaston, on te connaît, puis il y avait beaucoup de monde avec moi, là. Est-ce que tu crois autant au succès du marché que tu croyais au succès de la Brunante? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Vous avez votre 25 000. » Ça veut dire qu'il est important de réussir. Et si on n'avait pas réussi la Brunante, je ne serais pas ici. C'est ce succès-là qui nous a amené plus tard à entreprendre beaucoup d'éléments. Je reprends juste un autre exemple des succès qui font qu'après, on sait qu'on peut gagner. On sait qu'on va s'organiser, mais si tu n'as jamais rien réussi, tu es porté à ne pas essayer fort. Puis si tu n'as rien réussi puis que tu as essayé, les gens ont encore appris à perdre puis ils sont défaitistes. Bien, nous autres, je pense qu'à Racine, on n'est pas défaitistes. Alors, à un moment donné, la faïence de Racine a présenté un film qui s'appelait « La poubelle province », qui montrait à quel point, le Québec avait une culture de la récupération, mais aucune culture du recyclage. Alors, on récupère, mais on ne recycle rien. Alors, et là, c'était la faute de l'insuccès de la récupération en recyclage, c'est la présence du verre dans les bacs bleus. Alors, ils ont présenté le film, on était deux, on s'est levé debout, puis on a dit « Qu'est-ce qu'on fait? » Et là, on a fondé tout de suite l'opération Verre Vert, qui travaille depuis 25 ans. Et si vous êtes au courant, on parle beaucoup du verre, c'est ainsi partout. Il y a des bacs partout qui naissent, les MRC, etc. Mais c'est nous autres. C'est nous autres. Ça fait 5 ans qu'on patiente, qu'on travaille, qu'on visite, qu'on rencontre le sous-ministre. On a fait le Québec de bord en bord, partout. Mais on va gagner. Puis on savait qu'on gagnerait. On savait parce que notre argumentaire était bon. On n'a pas brusqué personne. On a essayé de regrouper les forces. Puis c'est en train, je pense que ça va réussir. Parce qu'il y a tellement de choses là, qui circulent. Puis Sherbrooke veut mettre ses conteneurs aussi, etc. Donc, c'est tout ça pour dire que... Hey boy. Bon, je m'en vais. Il me reste 10 minutes. Les projets. Alors, après qu'on a réussi des choses à Montréal, on s'est mis à avoir toutes sortes de choses. Camp de vacances à Racine, 100 personnes, construit par les gens. C'est des assistés sociaux qui ont construit un camp de 20 chalets. On a un comptoir alimentaire. On a eu toutes sortes, des marchés aux puces pour financer. Mais ça veut dire qu'on savait qu'on pouvait gagner. Puis on prenait les moyens pour gagner. Puis on se servait, ça va venir après, là, de tout ce que les gens savent faire. On a bâti, à un moment donné, à Racine, c'est moins fonctionnel présentement, mais comme technique, un livre des savoir-faire.
on a essayé de connaître dans la population les ressources de chacun. On les a listées. Ça veut dire que quand on a besoin de quelqu'un pour telle chose, on sait qui le fait. Il peut dire oui pour embarquer dans le groupe. Il peut dire oui à venir à telle chose. Puis il peut dire oui pour se faire payer. Mais il est libre, mais on sait qui. Alors, toute notre société est fondée sur le service aux déficiences. Il y a des spécialistes en genoux, en Ritalin, en n'importe quoi. On a des spécialistes en n'importe quoi, en maladie cardiaque, en mal d'oreille, sourd, en mal d'oreille, etc. Il y a des spécialistes. Mais tu ne crées pas une communauté avec les déficiences. Créer une communauté, c'est mettre en commun les forces d'un groupe humain, de sorte qu'ils travaillent tous ensemble pour un mieux-être. Et tout le monde se retrouve plus riche, personnellement, et collectivement. Alors, ce n'est pas juste isoler les gens qui ont la même déficience ensemble quelque part, c'est regrouper les forces, de sorte que quelqu'un qui est aveugle, qui est un bon joueur d'accordéon, bien, on garde beaucoup le joueur d'accordéon. C'est Mariette disait ça à un moment donné, j'avais donné une conférence à Sherbrooke, puis il y avait un musicien aveugle. Puis Mariette a dit, on a un bon musicien, hein? Elle n'a pas dit on a un bel aveugle, elle a dit on a un bon musicien. Non, mais parce que le côté communautaire exige qu'on garde les forces. Et c'est fou, j'étais curé, je compte ça, c'est une farce. Mais j'ai jamais tant béni que depuis que je suis plus curé. Retenez-la, celle-là, parce que bénir, ça veut dire du bien d'eux. Puis maudire, ça veut dire du mal d'eux. Alors, quand tu rencontres quelqu'un qui a fait une bonne job, tu dis, Colin, t'es bon là-dedans. C'est féliciter au lieu de soigner la déficience. Et c'est de même que tu crées de l'auto-respect, que les gens apprennent à se respecter. On a quelqu'un à Racine qui était complètement isolé de la population. À un moment donné, on avait beaucoup de neige à la brûlante, puis on ne pouvait plus construire. Puis j'ai passé les rues pour voir des pelleteux. Puis j'ai rencontré ce monsieur-là qui parlait à personne, puis j'ai demandé pour venir pelleter. Il est venu pelleter, il est revenu le lendemain, puis c'est devenu un leader à Racine. Vous comprenez? Alors donc, le fait de valoriser, à Place Jeanne-Mance, il y avait 5 femmes qui étaient assistées sociales depuis tout le temps. Puis à un moment donné, on avait fait un projet, puis j'avais reçu 5 000 piastres de Bombardier, puis j'ai réuni les 5 femmes, puis j'ai dit, voici, vous gérez le projet. C'était toutes des clientes au CLSC, là. Puis j'ai jamais dit ça aux donateurs du 5 000. Mais il reste que les 5 femmes en question, à part du reste de ce qu'ils avaient fait, l'année d'après, elles étaient toutes au travail, elles n'étaient plus sur le BS. Le coup de pied, si vous voulez, de confiance qui a relancé ce monde-là. Je continue. Ce qui est important aussi, c'est quand on organise une activité, que l'organisation soit bonne. Les gens n'aiment pas l'échec. Et quand tu organises une activité, que tout est en place, le matériel, les outils, la planification, puis que les gens embarquent là-dedans, puis ils savent où ils vont, ça crée un sentiment de satisfaction, de fierté. Et je veux dire, à un moment donné, je vais prendre ça tout de suite. L'effet soudure. L'expression pour moi qui est fondamentale, c'est l'effet soudure, c'est-à-dire que quand les gens se retrouvent, tu t'organises pour qu'il y ait du plaisir. Tu as de la nourriture. Quand on a construit le marché à 50, là, le soir, on n'arrêtait pas à 6 heures. On arrêtait à 5 heures moins le quart. On mettait des caisses de bière, on mettait des choses de main, puis là, on s'assoyait, puis on regardait qu'est-ce qu'on avait fait. Et là, les gens disaient, ça n'a pas de bon sens, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On était rendu là, puis là, on est rendu là, puis il n'y a pas eu d'accident. C'était bien organisé, il y avait des leaders qui prenaient en charge d'autres personnes, ils travaillaient. On a fait tout le marché, 45 000 pieds de bois qu'on a passé là-dedans, 13 000 boulons. Alors, on a travaillé fort, mais pas un accident, pas d'erreur, ça tient le coup, etc. Puis les gens, la fonction soudure, je vais la retrouver, elle était plus tard. C'est ça. Le sentiment de réussite. Le sentiment de réussite, c'est fondamental parce que si... Moi, j'ai peur de l'échec.
J'ai peur de l'échec. Alors, la nourriture, quand on se retrouvait le midi, Mariette et des femmes du village faisaient à dîner. Pas tout le temps, là, mais souvent. Puis on se retrouvait soit au marché, soit chez nous. La maison se remplissait, le patio, la galerie. Puis là, les femmes servaient à dîner à tous les travailleurs. Puis là, on mettait de la bière, puis on avait du plaisir, puis on prenait bonheur. Puis après ça, on retournait travailler. La fonction soudure, il faut que tu cultives ça. Les fêtes, tu fais une fête, tu développes la fierté, tu développes de la reconnaissance, de sorte que les gens qui ont travaillé ensemble, ça a un effet cocooning. J'appelle ça du cocooning collectif. Ensemble, ils sont heureux de se revoir. Il y a même, à un moment donné, quand on a construit le marché, une usine de 12 personnes. Le type est venu me voir la veille, puis il dit « Gaston, tu vas avoir de la misère à arriver avec ça, hein? » J'ai dit « Oui, certain, pour moi, on n'arrivera pas à temps. » Il dit « Demain, je viens avec mes 12 hommes, puis je les paye. » Ils ont passé 12 hommes, les 12 personnes ont travaillé toute la journée à la construction, ils ne sont pas revenus. Mais quand tu réussis, puis que les gens sont contents, ils reviennent. Puis ils se réembarquent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du plaisir et ils savent qu'ils vont réussir. Donc, pour moi, là, dans la construction d'une communauté, il faut tout le temps penser à l'effet soudure. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'ils soient contents d'être là? Puis le succès, comme on organise des marchés aux puces et des encans, mais les résultats sont toujours à point parce que l'organisation, elle est réfléchie, elle est bonne. Les gens ne se mettent pas sur les pieds. Si tu as une organisation où les gens attendent, puis ils regardent, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font là, ils ne reviennent pas. Mais si, ce qu'ils ont fait dans la journée, comme il y en a un qui était venu pour une journée au marché, puis quand il a vu le soir ce qu'il avait fait, il est revenu 2 jours de suite après. Parce qu'il dit, Colin, c'est le fun, parce qu'on se sent utile. Vous comprenez? Alors, dans les connaissances des capacités. À Montréal, on avait mis l'apport social à 3 heures de travail par mois. C'est génial. Parce que les gens qui avaient des capacités, on les employait aux bonnes places. Quand quelqu'un est un voleur, puis qui est bon menuisier, tu ne le mets pas en caisse, tu lui donnes un marteau. Vous comprenez? Donc, c'est la connaissance. Ensuite, les gens qui n'ont pas la même idéologie que nous, s'ils sont prêts à travailler pour le projet, embarquent. Il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas une autre mentalité complètement, mais s'il est prêt à travailler à ce projet-là, puis s'impliquer, il est bon. L'information, partout où on est passé, il y a eu des journaux d'information. Tout ce qui peut être dit doit être dit. C'est très important, ça. Les gens n'ont jamais l'impression qu'on cache quelque chose. Une coopérative, c'est un bon moyen. Créer une coopérative, c'est donner une structure légale à l'entraide. S'il n'y a pas d'entraide, même s'il y a une charte de coopérative, ce n'est pas une coopérative. Alors, créer une coopérative, c'est donner une structure légale. Il y en a trop qui oublient ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, la question du leadership. On voudrait bien que... c'est une notion que je déteste soulever, mais on ne peut pas faire l'économie du leadership. Parce que le leadership, c'est l'organisation, c'est l'animation, et rien ne se fait sans enthousiasme. Il n'y a rien qui se fait de bien sans enthousiasme. Ça prend de l'enthousiasme quelque part. Mettez dans l'église ici 200 calorifères à 10 degrés. Quelle température il va faire? 10 degrés. Ça prend quelque part un 15, ou un 18, ou un 20, qui communique la chaleur, puis à un moment donné, le pain lève. On ne peut pas faire l'économie du leadership. C'est plate à dire, mais le leadership doit le plus vite possible se partager. Enfin, je veux juste dire que c'est le titre premier que je voulais donner à la conférence. Il n'y a pas de... Ça, c'est quelqu'un qui a écrit ça quand je lui ai parlé, quand je lui ai donné une conférence comme ça, puis il a terminé son texte. Le titre, c'est « Il n'y a pas de communauté morte. Il n'y a que des communautés sans projet. » Une communauté, ça se construit en travaillant ensemble. Ça ne se construit pas autour d'une table. Ça se construit les mains dans la pâte.
Et là, tu rejoins tous les membres de la population, toutes les forces de la population. Puis là, les gens apprennent à se respecter, à se côtoyer, à devenir fiers. Une communauté, il n'y a pas de communauté morte, il n'y a que des communautés sans projet. Merci.